Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret en France. Chef de projet en management digital. Concepteur développeur informatique. Développeur expert en architecture collaborative. Certifié Java J2E. Développeur logiciel. Technicien supérieur en informatique de gestion. Analyste des systèmes d'information. Administrateur de bases de données et systèmes Unix. Partenaire Google, YouTube, Dailymotion. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, nous allons voir l'intervention de l'État, qu'elle doit être limitée, et plus particulièrement que l'impôt doit être juste et efficace. Un impôt juste et efficace doit obéir à 4 maximes. Le sujet d'un État, les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du gouvernement. Chacun le plus possible en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit sous la protection de l'État. La taxe ou portion d'impôt que chaque individu est tenu de payer doit être certaine et non arbitraire. Par ailleurs, tout impôt doit être perçu à l'époque et selon le mode que l'on peut présumer le moins gênant pour le contribuable. D'autre part, tout impôt doit être conçu de manière à ce qu'il fasse sortir des mains du peuple le moins d'argent possible, au-delà de ce qui entre dans le trésor de l'État, et en même temps à ce qu'il tienne le moins longtemps possible cet argent hors des mains du peuple avant d'entrer dans ce trésor. Adam Smith préconise certains impôts et en rejette d'autres. Il accepte les impôts sur la rente foncière et sur le foyer des maisons, sur le loyer des maisons, qui lui semble plus efficace que l'impôt sur le profit. D'une part, parce qu'ils sont moins arbitraires. La quantité et la valeur de la terre qu'un homme possède ne peuvent jamais être secrets et peuvent toujours se constater avec une grande précision. Mais la somme totale de ce qu'il possède en capital est presque toujours un secret. D'autre part, parce qu'il ne risque pas de faire fuir les capitaux à l'étranger. La terre est une chose qui ne peut s'emporter, tandis que le capital peut s'emporter facilement. Il s'oppose aux impôts sur les salaires qui font forcément augmenter ces derniers, c'est-à-dire
qui sont des salaires de subsistance et donc augmenter les prix. Il s'oppose aussi aux impôts par capitation, c'est-à-dire impôts par tête dont le taux varie selon la fortune, car l'évaluation de la fortune ou du rang est soit arbitraire, soit source d'inégalité. Adam Smith est toutefois favorable à l'impôt sur certains objets de consommation, pas sur les produits de première nécessité, puisqu'il induira une augmentation des salaires et donc des prix, mais sur des objets de luxe, sur des objets de luxe, c'est-à-dire importés ou des produits sur le sol national, dont certains sont consommés par toutes les catégories sociales, même les plus pauvres, comme le tabac ou la bière. Le principal défaut de cet impôt est sa lourdeur. Il exige de nombreux officiers répartis sur tout le territoire. Adam Smith est aussi favorable aux différents péages pour l'utilisation des ouvrages publics. La dette de l'État est préjudiciable à l'économie. L'État a tendance à s'endetter car il n'épargne pas en temps de paix. Le défaut d'économie en temps de paix impose la nécessité de contacter des dettes en temps de guerre. L'État se repose sur la bonne volonté qu'ont les citoyens de lui prêter de l'argent dans les situations exceptionnelles. Lorsque la dette s'accumule, la seule solution pour l'État d'échapper à la banqueroute devient la dévaluation de la monnaie par rapport à l'or. Adam Smith pense que l'État doit mieux gérer son budget. Il doit augmenter ses recettes grâce à l'augmentation de l'impôt et éventuellement diminuer ses dépenses, par exemple en abandonnant les colonies lorsqu'elles coûtent beaucoup et ne rapportent rien. Ce sont tout au plus des dépendances accessoires, une espèce de cortège que l'Empire traîne à sa suite pour la magnificence et la parade. Le livre d'Adam Smith est d'une grande richesse. De nombreux auteurs s'en sont inspirés. Le courant classique, dont Adam Smith est le principal représentant, reprend parfois les radicalisants. Certaines analyses de la richesse des nations. Ainsi, Malthus craint l'augmentation de la population et préconise de ne plus aider les pauvres, alors que Adam Smith voyait dans l'accroissement démographique une conséquence du développement économique. Ricardo préconise le libre-échange pour tout produit et pour tout pays, alors que Adam Smith acceptait des exceptions aux dogmes libre-échangistes. La théorie d'Adam Smith sera aussi reprise par Marx,
qui lui emprunte l'analyse de la valeur travail. C'est dans le courant libéral que l'influence de la richesse des nations est la plus prégnante, c'est-à-dire l'utilitarisme, l'autorégularisation du marché, la théorie quantitative de la monnaie, etc., trouvent leur source dans l'œuvre d'Adam Smith. Pourtant, il faut noter que Adam Smith propose un libéralisme modéré. Il accepte certaines interventions de l'État, par exemple dans les échanges extérieurs ou pour promouvoir l'éducation des plus déshérités. J'en ai terminé. Prochainement, nous verrons Thomas Robert Malthus, Essai sur les principes de la population. Je vous en remercie.